budget, aussi bien comme je l'ai dit que le ministère, nous sommes venus nous accueillir auprès de la CENI, voir les élections et ce que le gouvernement doit prendre en compte dans son budget. Le Fonds monétaire ne finance pas les élections dans un pays, mais ce que nous faisons, nous aidons le gouvernement à mobiliser les ressources nationales, parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Nous mettons l'accent sur la mobilisation des ressources nationales. Ceci étant, la communauté internationale peut toujours venir en complément de ce que le gouvernement fait. Mais le Fonds monétaire ne finance pas l'élection. Toujours ce jeudi, le bureau de la centrale électorale s'est entretenu avec une délégation canadienne conduite par l'ambassadrice du Canada, Mme Ginette Martin. Au cœur de cet entretien, l'état d'avancement de la réalisation du calendrier électoral et la poursuite des élections. Suivez ce reportage. C'est dans l'après-midi de ce jeudi 28 mai 2015 au siège de la CENI qu'a eu lieu la séance de travail enrichissante entre la délégation canadienne et la Commission électorale nationale indépendante. La rencontre a requis un caractère véritablement technique lorsqu'il a été demandé à la Commission électorale nationale indépendante de dresser à l'attention de ses hôtes l'état des lieux du processus électoral. Le rapporteur de la CENI, dans son mot de bienvenue, a situé les visiteurs du jour sur les niveaux d'exécution du calendrier électoral global. Le secrétaire exécutif national de la CENI a fait part aux hôtes du jour des résultats engrangés par l'opération de fiabilisation du fichier électoral, laquelle a coûté 29 millions de dollars américains à la CENI. Et d'ajouter que l'actuelle CENI fait face à plusieurs défis qu'il convient de couvrir pendant les 2 années électorales qui se profilent à l'horizon. Il a notamment fait allusion à certaines opérations comme l'audit du fichier électoral, la fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation des cartographies opérationnelles qui aboutira à la conception de l'Atlas électoral congolais. Il faut à présent une planification rigoureuse des opérations pour relever l'insurmontable défi qui se pose à la CENI depuis la publication du calendrier électoral global. Bientôt, on connaîtra le nom du nouveau président de la Banque africaine de développement. Ça sera sauf changement de dernière minute à l'issue de l'échéance électorale de ce jeudi soir. En attendant, retour sur les chances des différents candidats le plus favoris qui se bousculent pour ce poste. Le reportage d'Irène Moussoumé. L'élection du nouveau directeur de la BAD n'est pas une fin en soi. Elle doit être appuyée par des stratégies efficaces pour booster la croissance économique au sein de la région Afrique. C'est ce qui justifie la mise en œuvre des plans d'action présentés par les différents candidats à ces postes influents mais aussi stratégiques qui déterminent l'avenir de la santé économique de l'Afrique. Les différents challengers présentent des profils impressionnants dont il est difficile de dissocier ou choisir du fait qu'ils requièrent tous un dénominateur commun, l'expertise avérée sur des questions économiques, financières et de développement. Mais qui d'entre les 8 concurrents en lice pourra remporter la couronne de gloire à cette fonction bancaire? Il faut des serments, des mots pour convaincre l'opinion africaine. C'est le cas notamment de l'actuel ministre tchadien des Finances et des Budgets, un fils Mison, qui du reste est déterminé à apporter son expertise à cette Banque africaine de développement du fait de son ancienneté, de sa maîtrise du système de la boîte. Un autre candidat favori au parcours remarquable, c'est Djaloul Ayed, qui s'engage dans son plan d'action à mettre l'accent sur le renforcement des États financiers. De son côté, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone se veut être la voix des sans-voix pour les personnes vulnérables, Dixit Samoura Kamara. Je cite, « Je m'intéresserai au problème de l'insécurité des femmes et de la jeunesse. L'unique femme en compétition sur les 8 candidats dans cette course au pouvoir de la BAD, c'est Christina Duarte, ministre des Finances du Cap-Vert, qui affirme haut et fort que la croissance économique n'a pas bénéficié à tout le monde. Elle compte ainsi prouver le contraire une fois au pouvoir. En politique, le Premier ministre Matata Ponyo a porté le message du chef de l'État Joseph Kabila à son homologue Alassane Ouattara. Reçu en audience le mercredi, Matata Ponyo a transmis les souhaits du numéro 1 des Congolais sur le renforcement dévoilé du message du président Kabila, encourageant les avancées économiques enregistrées par ces pays africains. Souzi Kibira Omari nous en parle.
Porteur du message du président de la République démocratique du Congo à son homologue ivoirien, Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la RDC, a transmis les félicitations de Joseph Kabila Kabange pour les progrès économiques réalisés depuis un temps par la Côte d'Ivoire. La coopération entre la RDC et la Côte d'Ivoire était également au menu pour redynamiser le développement des deux pays. De manière substantielle, c'était d'abord un message des fraternités qui je devais transmettre, mais aussi en deuxième lieu un message de félicitations pour le progrès économique et sociaux remarquables que le président Alassane Ouattara est en train d'enregistrer depuis un certain temps ici en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une manière spécifique dans la sous-région. Que vous le sachiez, l'Afrique tout entière suit de très près la reprise économique significative de la Côte d'Ivoire et le replacement, en tout cas en tête d'affiche de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et troisièmement, le chef de l'État de la République démocratique du Congo m'a chargé de renouveler sa vision d'avoir une relation stratégique entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et là-dessus, nous pouvons vous rassurer que nous avons reçu une réponse très très favorable du président de la Côte d'Ivoire pour en tout cas une relation stratégique avec la République démocratique du Congo. Le président ivoirien Alassane Ouattara a également salué les progrès notables de l'économie congolaise. Les présidents de l'Assemblée nationale et vice-présidents de l'Assemblée parlementaire francophone séjournent à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est là en marge de l'Assemblée de l'APF. Minakou a plaidé pour une croissance économique au service social de l'espace francophone. Suivez cette ambiance. C'est sous le leadership d'Obemina Ndjoko que se sont ouverts les travaux de la 23e régionale Afrique à Yamoussoukro. Le plus pressant de tout le président d'Assemblée, Obeminaku a plaidé pour une croissance économique au service du progrès social dans l'espace francophone. À son tour, le secrétaire général de l'APF, Pascal Terrasse, a salué le leadership d'Obeminaku dans le rayonnement de l'Afrique francophone. Il a en outre appelé à la solidarité dans les combats contre le terrorisme en Afrique. Prenant la parole, le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obeminaku, a fait l'économie des matières qui devront être traitées durant les travaux. Les assises de la 23e Assemblée de l'APF seront ponctuées par des exposés sur les thèmes croissance économique et lutte contre la pauvreté en Afrique francophone, terrorisme, phénomène de notre temps, état des lieux, causes, conséquences stratégiques des luttes en Afrique. L'Assemblée régionale va en outre aborder les points stratégiques portant sur la situation politique et sociale en Afrique francophone. Les parlementaires africains vont évaluer la mise en œuvre de la déclaration de la conférence de Brazzaville sur les réchauffements climatiques. C'est sur invitation de Bebinaku que le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, a exposé devant les parlementaires africains sur la croissance économique et la problématique de la pauvreté en Afrique. La 23e Assemblée de la région Afrique va procéder à la préparation de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en juillet à Berne, en Suisse. Obeminaku a insisté sur l'urgence de favoriser une coopération ouverte et surtout que le phénomène du terrorisme est généralement transnational. Sur son invitation, une minute de silence a été observée en hommage à toutes les victimes des attentats et attaques terroristes survenus dans la région, notamment les 148 victimes innocentes tombées récemment au Kenya, à l'université Garissa, des suites d'un attentat revendiqué par les Chebab somaliens. C'était un reportage de nos confrères de Télé 50. Bonne nouvelle pour tous les clients de ProCrédit Bank. Un nouvel actionnaire majoritaire vient de racheter 79% d'actions de cette banque et se propose d'injecter des sommes considérables à l'avantage des clients. Equity Group a été présenté ce jeudi à l'hôtel Memling, juste au terme de ses échanges avec l'autorité. Les reportages de Simon Kabamba et Baudry Mata.
Procrédit Bank prend désormais une dimension régionale avec l'entrée en capital d'un nouvel actionnaire majoritaire, Equity Group. Ces géants du cosmos bancaire kenyan apportent des capitaux frais qui permettront aux clients des Procrédit d'emprunter jusqu'à la hauteur de 200 millions de dollars américains. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui fréquentent cette institution bancaire. Il y a eu entrée d'un nouvel actionnaire qui est Equity Group, qui rachète les parts de Procrédit Holding, de Dune Foundation et de Bio. Ce qui est important de raffirmer ici, c'est que le staff dirigeant reste en place et le staff est maintenu aussi. Nous avons un vaste programme d'expansion, donc nous avons beaucoup plus besoin des staffs qu'avant. Procrédit Banque Congo, c'est une banque orientée vers les PME, donc les petites et moyennes entreprises. Nous finançons les petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons aussi les PME effectivement dans leur développement en offrant l'éventail complet de tous les services bancaires que nous avons, que ce soit les transferts. Et nous avons une plateforme technologique très avancée, notamment dans le smartphone banking, qui est une innovation récente. Dans la présentation de son holding, dont il est président-directeur général, le docteur James Mwangi, jouissant d'une longue expérience à la matière, s'est voulu rassurant. Avec un capital de 4 milliards de dollars américains et couvrant 5 pays de l'Afrique de l'Est, Equity Group, fort de ses 10 millions de clients et 30 000 actionnaires, vient soutenir les hommes d'affaires et autres catégories socio-économiques. These are the values you can hold us to. Nous travaillons avec professionnalisme, nous tenons à l'intégrité, nous faisons preuve de créativité et d'innovation. Pour nous, le travail d'équipe est extrêmement important. C'est important également dans notre collaboration avec vous d'avoir une certaine uniformité en termes d'objectifs. Nous traitons nos clients avec respect et dignité. Et enfin, depuis 25 ans, nous observons ces valeurs. Nous avons commencé en 1994. Et en 1994, en tant qu'institution, nous étions à la 66e place sur le marché. En dehors des services bancaires classiques, nous fournissons également des services d'assurance, des services de banque, d'investissement et une infrastructure pour pouvoir fonctionner en termes de technologie. La Banque centrale de la RDC étudie minutieusement le dossier du nouvel actionnaire avant de donner son avis de conformité. Le ministre du portefeuille, Louise Munga, a fait une visite d'inspection à la société commerciale de Postes et Communications. Objectif, c'est rendre compte de l'état d'avancement des travaux de modernisation de la Poste. Très satisfaite, Louise Munga souscrit d'ailleurs à l'ouverture d'un compte à la SCTP. Reportage de Pierrette Yoa. Pendant plus de 3 heures, Louise Munga Messozi, ministre du portefeuille, dans une visite guidée, a passé en revue différents services et locaux de la Poste. Visiblement satisfaite de l'avancement des travaux de modernisation de cette entreprise. Louise Munga a salué le travail et l'initiative en peu de temps du numéro 1 de la SCPT qui mérite le soutien de tous les agents et cadres pour la relance de cette grande société publique, a dit la patronne du portefeuille. Séduite également par la relance du service mandat chèques postaux qui couvre toute l'étendue de la RDC, Louise Munga a souscrit à l'ouverture d'un compte. Le défi est énorme, mais quand on voit déjà l'image qu'a pris cet immeuble, on sent qu'on peut avoir de l'espoir. Il y a du nouveau. Et en si peu de temps, les réalisations qui viennent d'être faites me permettent réellement de croire qu'il y a moyen de faire mieux et beaucoup mieux. Parce que la Poste, c'est vous. Les télécoms, c'est vous. Tous les opérateurs qui sont venus, ils vous ont trouvé. Maintenant, vous avez un défi à relever. Reprenez votre place. Vous avez les outils. Vous avez les hommes, vous avez les idées, je ne sais pas ce qui vous manque.
Louise Munga Messozi qui a promis d'accompagner la SCPT notamment avec un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on confie à la Poste la paye des fonctionnaires, exhorte les agents et cadres de conquérir, consolider et arracher la confiance de tous pour un bon rendement de cette entreprise publique. Je vous garantis mon accompagnement, mais la confiance, ça se gagne. La confiance ne se proclame pas. Ce n'est pas les actions que vous allez mener, c'est par les comportements des uns et des autres que vous pouvez regagner cette confiance. En tout cas, bonne chance. La preuve que moi-même je commence à vous faire confiance, je viens d'ouvrir un compte. Ça y est, un vent nouveau souffle à la Poste, comme pour dire rien ne remplace la Poste. D'un ministère à un autre, la République démocratique du Congo intéresse l'entreprise Zeng dans le domaine de la télécommunication et le partage d'informations. C'est la volonté exprimée par M. Sin Lapin, délégué de l'entreprise auprès du vice-premier ministre, ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication. Suivez-les au micro de Martin Kaïmé. Le secteur des télécommunications va une fois de plus connaître un nouvel investissement. Il s'agit de l'entreprise Zing, propriétaire d'une application du même nom, spécialisée dans les traitements et le partage d'informations et communications instantanées sur les téléphones mobiles qui s'y est ajouté. C'est le délégué de cette entreprise, Sin Lapin, qui l'a déclaré au vice-premier ministre et ministre des PTNTIC, Thomas Loaka. Nous sommes venus avec un groupe d'opérateurs en communication pour voir son excellence afin de présenter une nouvelle application qui sera mise en place ici en RDC. Son quitus, voir la réglementation du pays pour que nous puissions suivre cela à la lettre. De son côté, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Momba, a lancé ce mercredi à Mbujimaï au Kasaï oriental la campagne de vulgarisation de l'accord cadre Addis Abeba. C'est là par une conférence débat organisée au club MIBA. Le reportage de Jacques Moulouba. Nous venons de l'apprendre, le nouveau président qui succède au Rwandais Donald Kaberuka à la tête de la BAD est enfin connu. Il s'agit du Nigérian Akiwinu Adesina, actuel ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement et promoteur de la croissance inclusive. C'est ce vendredi 29 mai qui sera célébrée la journée internationale des casques bleus, un double événement car l'Organisation des Nations Unies célébrera également ses 70 ans d'existence. C'est alors autour du thème l'ONU après 70 ans, maintien de la paix, passé, présent et futur. Cette déclaration sera donc une occasion pour l'ONU de réaffirmer son engagement au maintien de la paix, mais également une occasion de rendre hommage à de nombreux soldats de la paix. Le 70e anniversaire de l'ONU offre l'occasion de célébrer l'inestimable contribution des casques bleus à l'histoire du monde. Elle permet également aux Nations Unies de réaffirmer ses engagements au maintien de la paix dans le monde. Ainsi, le thème de cette année est « L'ONU à 70 ans, maintien de la paix, paix présent, futur ». À ce jour, plus de 125 000 casques bleus, dont 91 militaires, 13 000 agents de police et 17 000 membres du personnel civil national et international servent dans ces opérations sur 4 continents. Au prix d'années de lutte et des sacrifices, les soldats de la paix sont devenus un symbole d'espoir pour des millions de personnes qui vivent dans des pays en guerre. La journée des casques bleus est alors une occasion pour rendre hommage au professionnalisme, au dévouement et au courage de ces soldats, mais également honorer la mémoire de ces forces des Nations Unies qui ont perdu la vie au service de la paix. On en compte plus de 3300 dans le monde. Dans son message à l'occasion de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré « Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies concrétisent le but de la charte d'unir les forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale ». Actuellement, les opérations de maintien de la paix reçoivent les contributions aux contingents militaires et police de 122 États. En RDC, les forces des Nations Unies sont présentes depuis 15 ans et essentiellement déployées dans l'Est. Mais la MONUSCO a été appelée à réduire ses effectifs à 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés.
car la République démocratique du Congo avait jugé que les forces armées de la RDC étaient en mesure, seules, de sécuriser le pays et maintenir la paix. Pour rappel, les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont commencé en 1948 et cela lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'observateurs militaires au Moyen-Orient. Une page rose pour terminer. Fabrice Fungola Kitambala, agent de la RTGA, et Nancy Ngayaya se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Une union conjugale de deux tourtereaux qui ont pris l'engagement devant l'officier de l'état civil à limiter et devant Dieu au centre évangélique de la résurrection de Lemba de ne jamais se séparer. Suzy Kibira au mari et Pamphile Papado nous retracent leur parcours. Accompagnés des membres de leurs familles respectives, Fabrice Fungola Kitambala et Nancy Ngayaya se sont rendus à la commune de Limete pour leur mariage civil. L'officier de l'état civil a donc édifié les deux amoureux sur leur engagement dans le respect du code de la famille et de la loi congolaise. Déterminés à passer leur vie ensemble, Fabrice Fungola Kitambala et Nancy Ngayaya ont consenti à honorer leurs vœux. Tour à tour, les amoureux ont apposé leur signature dans le registre de mariage et prouvant ainsi, au vu et au su de tout le monde, leur reconnaissance par l'État congolais. Ensuite, Fabrice Fungola Kitambala et Nancy Ngayaya ont confié leur couple à l'Éternel qui a décrété le mariage comme étant une institution divine. C'est le centre évangélique La Résurrection des Lemba qui a béni Fabrice Fungola Kitambala et Nancy Ngayaya qui ont juré de ne pas franchir un pas sans l'appui de Dieu. Ainsi, ils ont accepté de s'unir pour le meilleur et les moments difficiles. Après la signature dans le registre des mariages du centre évangélique La Résurrection, les deux amoureux ont reçu des Bibles comme cadeau de l'Église afin de fonder leur foyer dans la crainte de l'Éternel. Sous les acclamations des convives, le couple Fungola a fait son entrée dans la salle de fête Arche du Congo Emmanuel dans la commune de Ngaba. Installé, le maître des cérémonies a procédé à une brève présentation des heureux du jour qui ont esquissé quelques pas de danse pour ouvrir le bal. S'en est suivi la remise des cadeaux des membres des deux familles, amis et connaissances. La grande famille de la RTGA World n'a pas dérogé à la tradition. Elle a aussi apporté ses cadeaux pour soutenir les Fungola dans cette nouvelle vie qu'ils commencent. Un mets diversifié à la taille de l'événement a été servi aux invités qui ont aussi partagé un verre. Cerise sur le gâteau, un vin sablé pour la circonstance a aussi été partagé. Heureux mariage à Fabrice Fungola Kitambala, appelé affectueusement Fada, et Nancy Ngayaya, désormais Nancy Fungola Kitambala. Bon courage aux heureux mariés et que cela serve des leçons à tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés de le faire. Et c'est la fin de ce journal. Voici les rappels des titres. La communauté internationale appelle de tous ses voeux des élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. C'est la raison des échanges qui ont eu lieu entre une délégation de FMI et la CENI ce jeudi. Les ministres du Plan et de la Révolution de la Modernité a présenté ce jeudi les réformes Doing Business 2016. 8 indicateurs ont été ciblés cette année pour assainir le climat des affaires RDC. La RDC félicite la Côte d'Ivoire pour ses avancées économiques dans la région d'Afrique. Le Premier ministre a apporté ce message de Joseph Kabila à Alassane Ouattara, son homologue. C'est la fin de ce journal coordonné par Clarisse et Coco Kapalai et Aimé Okita. Merci de l'avoir suivi à Bamania et à Bongandanga dans la province de l'Équateur comme partout dans le monde.